Ma thèse en 180 secondes, édition 2018, la région Hauts-de-France. C'est maintenant. On commence tout de suite avec, je le disais, la première jeune chercheuse qui a relevé le challenge. C'est pas forcément simple de passer en premier. La thèse s'intitule « Développement de micro-aiguilles pour une délivrance transdermique optimale du 5-ALA ». C'est une thèse en biomatériaux. La jeune chercheuse qui monte sur scène dans quelques secondes est en première année. Merci d'applaudir et d'encourager Mathilde Champeau. Oui. Mathilde, bonsoir. Tu connais le principe, tu fais un signe ostensible à la régie lorsque tu es prête et nous t'écoutons. Ça marche. « 29 mars 2018. Certes, l'été est loin, mais rappelez-vous, le bruit de l'eau, le chant des cigales. Moi, je me souviens de la plage et des rayons du soleil caressant ma peau. Ça y est, vous aussi, vous êtes repartis sur le lieu de vacances ? Attention, retour à la réalité. Mesdames et messieurs, l'exposition prolongée au soleil est le facteur numéro 1 responsable du cancer de la peau. Oula, je vous sens tous à fleur de peau. Pas de panique. Il existe des traitements dits classiques pour soigner le cancer de la peau, comme la chirurgie ou la chimio. Mais il existe aussi la thérapie photodynamique, qui, elle, a très peu d'effets secondaires et ne laisse pas de cicatrices disgracieuses. Alors, on se sent mieux dans sa peau ? La première étape de cette thérapie photodynamique consiste à appliquer une crème sur les lésions cutanées contenant une molécule sensible à la lumière. Alors, molécules et lésions vont faire peau à peau pendant plus de 3 heures. 3 heures, c'est long, surtout dans ce genre de situation. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. La molécule photosensible est dingue du charme des cellules tumorales. On peut dire qu'elle les a dans la peau, si bien qu'elle a décidé de s'accrocher à elle. Jusqu'au moment où arrive la deuxième étape de la thérapie photodynamique, celle de la lumière. Les lésions cutanées sont éclairées. La molécule photosensible entre dans un état d'excitation qui mène à la destruction de ses amis les cellules tumorales. Eh oui, pas de peau. Mais alors, qu'est-ce que je fais là ? En fait, j'ai un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il s'avère que notre molécule photosensible est folle amoureuse des cellules tumorales. Mais elles sont difficiles d'accès. Elles se trouvent sous la couche supérieure de l'épiderme qui sert de rempart contre différentes agressions. Bon, c'est un peu comme si votre prince charmant devait venir vous chercher, alors vous êtes enfermé dans un château fort. Ça ralentit. C'est donc ici que j'interviens. L'objectif de ma thèse, c'est de développer des micro-aiguilles capables de perforer ce rempart cutané et capables de libérer la molécule photosensible dans les couches plus profondes de la peau. Du coup, je m'investis à plein pot. Ces micro-aiguilles sont très petites, plus petites qu'un demi-millimètre, pour passer incognito et sans douleur. Elles sont aussi résistantes pour traverser ce rempart cutané sans se fracturer. Et enfin, elles ont bon cœur, car en se biodégradant, elles vont libérer la molécule photosensible sans mettre des heures. Grâce à mes micro-aiguilles, la thérapie photodynamique pour le traitement du cancer de la peau fait peau neuve. Ça peut nous sauver la peau, et foi de Mathilde Champeau, c'est pas du pipeau. Voilà, c'était Mathilde Champeau. On passe maintenant à Laura Dutilleul, mesdames, messieurs. Une thèse en sciences économiques. Laura, tu es en première année. Oui. Quand tu es prête. C'est bon. Le monde est complètement ma boule. Les Américains ont voté pour Trump, et même les Anglais ont choisi le Brexit. Et en France, c'est la première fois au monde que 2 populismes arrivent en surface. C'est la première fois au monde que 2 populismes arrivent en tête lors d'élections nationales. D'un côté, un populisme de droite avec le Front National, et de l'autre, un populisme de gauche avec la France Insoumise. Et j'ai eu une idée. Et si j'ouvrais ma clinique de Maboule du populisme ? J'ai ouvert le 1er octobre 2017, début de ma thèse, et j'ai eu un succès fou. Je me souviens de 2 patients, France et Roger.
France était belle, forte, mais un peu malade. Elle me disait qu'en mai 2017, elle avait très mal à la tête. Ses idées allaient d'extrême gauche à extrême droite, puis cela s'est stabilisé au centre. Je lui ai dit « Allons faire un test économétrique ». J'ai alors mis ma patiente sur la table d'examen et j'ai utilisé mon outil économétrique comme la pince du docteur Maboul. Ce test permet de savoir à quels organes, autrement dit à quelles variables indépendantes, est due la montée du populisme en France. Dans le corps de France, je voyais la rate de l'inégalité, le tibia de la croissance et même le cœur de l'emploi. Je saisis d'abord la rate de l'inégalité avec ma pince et là, bip 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 bip, alerte. Cet organe est donc corrélé avec la montée du populisme. Bon, maintenant il faut savoir s'il accentue ou au contraire inhibe cette poussée du populisme. Pour cela, je dois peser cet organe. Autrement dit, je quantifie le lien de corrélation avec la montée du populisme et surtout, je regarde son signe. S'il est positif, alors les inégalités accentuent le populisme. Et s'il est négatif, le populisme est atténué par les inégalités. Mais pour avoir une analyse économétrique complète, je dois réaliser la même manipulation sur tous les organes, un à un. Quant à mon deuxième patient, Roger, il me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait glissé un bulletin Le Pen dans l'urne. Est-ce parce qu'il est un homme ? Au chômage, divorcé ou les trois à la fois ? Là aussi, Roger est passé sur la table d'examen économétrique et au plus surprenant que cela puisse paraître, c'était un spécimen exemplaire, puisqu'il présentait toutes les variables nécessaires pour voter Front National. J'ai pu extraire l'os du faible revenu ou même la cote du chômage. Tous étaient positifs et significatifs. Est-ce grave, docteur ? À vrai dire, je ne suis pas encore docteur car ma thèse vient juste de commencer. En tout cas, ce que je dois dire, c'est que ma salle d'attente ne désemplit pas. Alors, à qui le tour ? À qui le tour ? En tout cas, le tien est passé. Alors, on va passer maintenant à la discipline, l'informatique. Voilà, on passe à l'informatique avec un doctorant en 2e année. Il s'appelle Franck Kamanga. Il est juste là. Il refait son lacet, mais il est là. Franck, je te laisse rejoindre la scène. Voilà. Et quand tu es prêt, un signe. Et nous t'écoutons donc pour une thèse en informatique. Matin du 7 février. Je m'impatiente en gare de l'île Flandre. Je dois aller à Paris. Mais il y est tombé des quantités de neige. À tous les coups, va y avoir des retards monstres. Aucune chance pour que mon train parte à l'heure. Et pour couronner le tout, on annonce une mise à quai tardive pour difficulté de préparation. Alors ça, je ne comprends pas. Mais c'est trop. Et pourtant, je suis parti à l'heure. Eh bien, en coulisses, tout s'est joué à la seconde près. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le train prévu pour mon Lille-Paris faisait juste avant un trajet Paris-Lille, dans l'autre sens, mais était déjà très en retard. Bien, plutôt qu'utiliser ce train pour mon Lille-Paris, il a été décidé de préparer une autre rame, encore garée au dépôt de la gare. Par conséquent, il a fallu programmer aussi bien la vidange des WC que la préparation des freins, puis prévoir un créneau de nettoyage, alors qu'à cette heure-ci, ça bouchonne pas mal à la machine à laver. Eh bien, tout le génie pour que malgré cela, ça marche, est l'objet de ma thèse. Ce qui m'intéresse, c'est de planifier la préparation des trains en gare pour assurer le service et éviter les retards. J'aborde le problème, non pas sous le prisme de la grève, mais sous celui des mathématiques et de l'informatique. Il faut que je conçoive une procédure automatique qui répond aux problèmes et aide à la prise de décision. Et ça, c'est tout un art. Il y a d'abord une étape d'abstraction. En quoi consiste-t-elle ? En voiture, messieurs, dames. Nos passages en machine à laver ou en inspection deviennent des ronds, nos passages sur des feux de signalisation deviennent des carrés, et un train qui circule sur nos quais et nos dépôts est une ligne à travers nos ronds et nos carrés. Oui, mais attention, nos lignes, on ne les trace pas n'importe comment. Quand deux lignes se croisent, c'est que deux trains font la même chose au même endroit. Oui, mais pas en même temps. Il y en a forcément un qui attend, ce qui peut générer du retard. Autre solution, tracer des lignes qui ne se croisent pas.
Mais il nous faut suffisamment de place entre nos ronds et nos carrés. Bien, pour nous en sortir, les techniques d'optimisation peuvent tracer nos traits. Tout le défi est d'en trouver une qui permette des calculs en quelques minutes. En effet, on souhaite déployer la méthode sur le terrain pour planifier des journées où on traite plusieurs centaines de trains. Et si franchement, en 3 minutes, on peut produire un chef-d'œuvre, le rythme du ballet des trains deviendrait presque imperturbable. Vous avez été, mesdames et messieurs, sensibles à la beauté de mes lignes. Je le vois bien. Il me reste pour ma thèse à passer de l'abstrait au concret et vous emmener avec moi à quai. Et peut-être que, suite à mes travaux, et après une longue période de grève, vous entendrez plus de gens vous parler des trains à l'heure. C'était Franck Kamanga. On continue maintenant avec la 4e jeune chercheuse qui a accepté le défi consistant à résumer en 3 minutes un travail de plusieurs années qu'elle est en train de faire. Elle est en 2e année de thèse, elle fait de l'hydrodynamique. Le titre de sa thèse, c'est « Étude expérimentale de la turbulence dans les zones à fort courant dédiées aux hydroliennes ». Elle s'appelle Maria Ickenich, mesdames, messieurs, elle est juste là. Maria, tu peux prendre un micro quand tu es prête. Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. La mer est le vaste réservoir de la nature. Et c'est ainsi que Jules Verne parlait des ressources infinies de la mer. Et il avait raison. La mer nous inspire, nous nourrit, nous rafraîchit, mais pourrait-elle aussi produire de l'électricité ? Eh bien oui. On a bien mis des éoliennes dans l'air, et aujourd'hui, on installe des hydroliennes sous l'eau. Sauf que c'est pas si simple, il y a pas mal de difficultés. L'une d'entre elles m'intéresse particulièrement, c'est celle liée au fond marin, car ils ne sont pas plats. Dans la zone que j'étudie, en Normandie, les variations d'altitude sont de 5 mètres en moyenne, soit 3 fois ma taille. Et lorsqu'un courant, fort bien sûr, on veut récupérer son énergie, arrive sur un obstacle, de la turbulence est créée. La turbulence est composée de tourbillons de toute taille. Ils sont très énergétiques et remontent parfois les 35 mètres de profondeur, soit plus de 20 fois ma taille. Alors on observe un gros remous à la surface de l'eau qui peut faire 5 mètres de large. Toujours 3 fois ma taille. Imaginez maintenant que ce tourbillon arrive sur l'hydrolienne. Cette énergie turbulente va user prématurément la machine. Et c'est pour ça qu'il est primordial de comprendre ce phénomène. Et voilà le but de ma thèse. Je cherche à comprendre quel obstacle génère quelle turbulence. Quelle est la trajectoire des tourbillons ? Sauf que, en profondeur, avec les courants les plus forts d'Europe, on imagine bien que ça va être compliqué d'aller observer la trajectoire des tourbillons. Donc, dans ma thèse, j'étudie ce phénomène en laboratoire dans un bassin à courant. En fait, c'est une grande piscine de 18 mètres de long, soit, vous calculerez, dans laquelle on envoie des forts courants sur des obstacles. Ceux que j'utilise sont des représentations très très simples des obstacles réels, c'est-à-dire des cubes et des cylindres. On combine ensuite ces éléments pour recomposer le fond marin comme un puzzle. Pour mesurer la vitesse, on met des billes de verre microscopiques dans le bassin qu'on éclaire ensuite avec un laser. En mesurant leur vitesse, on a celle de l'écoulement et on peut capter le passage des tourbillons. Pour le moment, on a réussi à recréer ce gros remous à la surface de notre bassin et maintenant, il ne reste plus qu'à comprendre ce qu'il se passe entre le fond et la surface. Simple. Et voilà, grâce à mes petits cubes et mes gros lasers, j'essaye de comprendre la turbulence en profondeur. Et même si ça fait pas 20 milieux sous les mers, ça fait quand même beaucoup de 1,60 m mis bout à bout. Maria Ickenich. Et on va passer maintenant à notre 5e candidat. Il fait une thèse qui s'intitule Évaluation de l'exposition des populations aux polluants dans les néosols issus de sédiments de curage, effet de vieillissement sur la disponibilité environnementale et la bioaccessibilité orale.
Il s'appelle Phan Xuan Nguyen, mesdames, messieurs, et il va vous présenter ça de manière limpide, en 3 minutes. Il est doctorant en 2e année. Bonsoir. Un site contaminé présente-t-il un risque pour les personnes qui le fréquentent ? Pour évaluer un risque, il faut se poser 3 questions. Quel est le danger ? Quelle est la cible que l'on étudie ? Et comment la cible est exposée à ce danger ? Dans ma thèse, le danger est représenté par les métaux toxiques qui se trouvent dans le sol. La cible, c'est l'homme, et la voie d'exposition que j'étudie, c'est l'ingestion de particules. Évidemment, vous comme moi, ne nous amusons pas à lécher le sol quand nous nous baladons. Mais les enfants, eux, ont tendance à tout mettre dans leur bouche. Habituellement, quand on évalue ce risque d'ingestion, on considère que la totalité des métaux présents dans ce qui est ingéré a un impact sur la santé. Pourtant, tout le monde ici présent en a déjà fait l'expérience. Quand vous mangez quelque chose, le corps assimile une partie et en rejette une autre. Mon objectif, c'est de mieux évaluer ce risque d'ingestion. Que se passe-t-il lorsque l'on ingère des particules de sol contaminées ? En fait, lors de la digestion, il n'y a qu'une partie des métaux qui est capable de traverser la membrane de l'intestin, rejoindre le sang et se diriger vers les organes pour y avoir un effet indésirable. Pour mieux évaluer ce risque, il faut donc que je sache quelle quantité de métaux est capable de traverser cette membrane. Imaginez que je suis une molécule toxique, accrochée à une particule. Au cours de mon périple dans le corps, je vais traverser différentes solutions. La salive, la solution gastrique et la solution intestinale. Si au bout de ce trajet, je suis décroché de la particule, je peux me déplacer librement dans la solution et traverser la membrane. A contrario, si je reste accroché, je ne peux pas passer. Mon travail, c'est donc de déterminer si les métaux sont libres ou encore accrochés à des particules quand ils arrivent dans l'intestin. Pour cela, évidemment, je ne fais pas manger du sol contaminé à des enfants. Je reproduis dans des tubes les différentes solutions que vont rencontrer les particules au cours de ce voyage et je regarde ensuite si les métaux sont dans la solution ou non. La seconde question que je me pose, c'est de savoir si ce risque il évolue au cours du temps. Effectivement, un sol il subit des aléas climatiques qui sont susceptibles de modifier les forces qui lient les métaux aux particules. Pour comprendre les effets de ces modifications, je fais subir au sol des changements d'humidité et de température qui reproduisent ce qui se passe à l'extérieur et je regarde ensuite comment évolue ce risque. Enfin bref, nous sommes entourés de dangers. Il faut donc être capable de faire la part des choses entre ce qui présente réellement un risque, ce qui n'en présente pas, et si possible, de prévoir son évolution pour s'assurer que nos enfants puissent continuer à jouer en toute sérénité. Merci. Voilà, en 180 secondes. On continue maintenant, s'il vous plaît, avec la 6e jeune chercheuse à venir présenter son travail de recherche. Elle est en 4e année. Cette thèse est une thèse de biologie. Elle vient de l'UPJV. Le titre de sa thèse, c'est « Impact de l'exposition prénatale aux pesticides sur les fonctions neurophysiologiques du nouveau-né prématuré ». Mesdames, Messieurs, Christelle Kouakam est avec nous ce soir. Christelle, quand tu es prête. Ah, les bébés, qu'est-ce que c'est mignon. Non mais c'est vrai, ils sont tout petits, ils sentent bon, et leur gazouille, ils sont à croquer. Enfin moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est leur caca. Parce que le caca est au centre de mon travail, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Saviez-vous que ces petits bouts, même au chaud pendant plusieurs mois dans le ventre de leur maman, pouvaient être exposés aux pesticides ? Je vais vous montrer, au travers de plusieurs clichés de la grossesse, comment cela est possible. Cliché numéro 1, l'envie de fraises. Enfin, moi, je n'ai jamais croisé de femme enceinte qui avait envie de fraises. Mais bref, cette envie, quand elle est réelle, elle prend, comme par hasard, quand il n'y en a pas. Plein mois de janvier, par exemple. Ce seront alors des fraises issues de l'importation et traitées. Ce bon goût de fraises aux pesticides. Cliché numéro 2, bien installé dans le canapé, les replays de l'amour et dans le pré s'enchaînent. Soudain, l'envie de prendre l'air à travers champs vous prend.
Ce bon bol de d'air frais, pardon. Eh bien oui, des études ont montré que le fœtus était déjà exposé aux pesticides par inhalation et par l'alimentation de la maman. Pour aller plus loin, ma thèse vise à étudier l'impact des pesticides sur des fonctions essentielles, comme le sommeil de bébé, très important pour son neurodéveloppement, et sa respiration. Mais comment ça marche ? En fait, les pesticides pourraient avoir un effet négatif sur la fabrication d'un neurotransmetteur. C'est en fait le transporteur d'un message de la plus haute importance à destination du cerveau. Et en fonction de ce message, le cerveau prendra les décisions afin de réguler le cycle du sommeil et d'adapter la respiration du nouveau-né. Du coup, s'il y a grève du transporteur, on pourrait s'attendre à ce que cette régulation ne soit plus assurée. Et c'est précisément ce que je cherche à savoir. Et si on en revenait au caca ? Pour beaucoup, changer une couche, surtout pleine de caca, est une vision d'horreur de cette matière qui change de couleur au gré des repas. Ah là là, le caca une appréhension ? En tout cas pas pour moi. Car plus il y en a, mais alors plus je me réjouis. Parce que c'est dans ce caca que j'effectue le dosage des pesticides. Et c'est ce qui me permet de connaître le niveau d'exposition des nouveau-nés, données clés de ma thèse. J'ai aussi effectué des enregistrements de l'activité cérébrale des enfants pour évaluer leur sommeil. Et j'ai réalisé des tests respiratoires pour connaître leur capacité à adapter leur respiration. Actuellement, je compare l'ensemble de ces résultats avec ceux des dosages dans le caca. Il faudra donc attendre encore un petit peu pour connaître la fin de l'histoire. Écoutez, ça y est, c'est l'heure. Ça fait bientôt 180 secondes. Alors, je ne voudrais pas en rajouter une couche, mais vous l'aurez compris, le caca, c'est mon dada. Christelle Kouakam. Voilà. Merci. On va maintenant donner la parole à une chercheuse qui est en sciences de l'éducation. Donc là encore, on parlait de pluriparité à l'instant, on est complètement là-dedans. Elle s'appelle Catherine Bargiban. Mesdames, messieurs, elle est juste là. On peut l'applaudir et l'encourager. C'est notre 7e candidate à cette édition de ma thèse en 180 secondes. L'expérience pour soi des aides-soignants en formation infirmière entre représentation des transiteurs et transition identitaire. En 3e année de thèse, j'ai tout dit. Je vais vous soumettre une citation qui n'est pas de moi. L'expérience de chacun est le trésor de tous. C'est un peu comme si on mettait un lingot d'or dans un sac à dos imaginaire à chaque fois que la vie nous apprenait quelque chose. Alors l'expérience, c'est quand même plutôt un avantage, hein. En cuisine, en voiture, c'est quand même pratique d'avoir des automatismes. On est plus à l'aise, on va plus vite. Dans le domaine des soins aussi, l'expérience vaut de l'or et elle profite à tous. Je forme des professionnels de santé et parmi ces professionnels, il y a des adultes qui ont décidé de prendre l'ascenseur social tout en restant dans le domaine des soins. Ils sont riches d'une expérience personnelle et professionnelle très importante. Mais ça n'est pas toujours un avantage quand ils arrivent en formation infirmière. Ils me racontent qu'ils sont très stressés. Sabine me dit qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, Richard sent qu'on l'attend en tournant, et parfois ils les abandonnent même. Tout l'intérêt de ma thèse est là, c'est de comprendre pourquoi l'expérience des ex-aides-soignants entrés en formation infirmière n'est pas toujours un avantage exploité. Le résultat des investigations menées auprès des différents acteurs est surprenant. Alors d'abord, il y a ce que l'étudiant pense de sa propre expérience. Là, pas grand-chose en fait. En même temps, qui dans cette assemblée est capable de me lister précisément toutes les expériences qu'il a réalisées ces 10 dernières années ? L'expérience, c'est un peu comme les fricadelles. C'est bon, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ensuite, eux, les tuteurs de stage et les formateurs, disent savoir ce qu'il y a dans l'expérience de ces étudiants. Alors, il y en a qui pensent qu'effectivement, c'est un trésor. Mais d'autres pensent aussi que c'est affaire de mauvaises habitudes dont il faut se débarrasser pour rester et pour rentrer dans le moule de la formation. Enfin, le sac à dos, au fil du temps, est devenu encore plus précieux que de l'or. Il est devenu une partie d'eux-mêmes, avec dedans leur famille, leur histoire, leurs enfants, leurs patients, leur savoir-faire et leur savoir-être, leur identité, quoi. Et là, plus question de vouloir s'en débarrasser.
C'est pour ça que quand ils changent de métier, ils sont si déstabilisés parce qu'ils doivent retoucher à la fois à leur expérience et à leur identité. Donc, vous l'aurez compris, l'expérience de chacun mérite d'être soutenue et a tout intérêt à être valorisée pour devenir un bagage en or. Voilà, sur le fil de rasoir. Merci beaucoup Catherine Bargiban, qui reprend place à côté de la 8e jeune chercheuse qui monte sur scène dans quelques secondes. Elle est en chimie, là encore, hein. Changement total d'univers disciplinaire en 3e année. Modélisation de la thermodynamique de radioéléments volatiles par des nouvelles approches quantiques adaptées aux systèmes moléculaires fortement corrélés. Elle s'appelle, et on l'applaudit très fort pour l'encourager, Sophie Carvazo. Mesdames, Messieurs, Sophie Carvazo. Allez-y, fermez les yeux, vous êtes en bord de plage. Et là, un énorme bruit, un immense nuage. Félicitations, vous venez d'assister à une explosion nucléaire. Bon, dommage, ça sera la dernière. Hein. Vous voulez savoir ce qui va se passer ? Eh bien, l'explosion va tout détruire sur son passage. Et des oxydes de plutonium vont se former. Et c'est ça qui m'intéresse. Quel type d'oxyde, quelle quantité va se dégager ? Bien, pour savoir ça, il faudrait connaître l'énergie nécessaire aux oxydes pour se former, ce qu'on appelle l'enthalpie de formation. Problème, personne n'aime manipuler le plutonium. C'est beaucoup trop dangereux. Mais moi, je peux l'étudier sans le toucher. Mon secret ? La simulation. Non, ne souriez pas, j'utilise les équations de la mécanique quantique pour modéliser les oxydes et surtout leurs électrons, car c'est l'énergie des électrons qui va déterminer l'énergie de la molécule. Pour ça, j'utilise la méthode appelée espace actif complet au champ autocohérent. Bon, en fait, je regarde danser les électrons dans mon espace actif. Je les invite en boîte, quoi. Et pour préparer la soirée, j'ai besoin de déterminer 2 variables. Le nombre d'orbitales, c'est-à-dire la taille de la piste de danse, et le nombre d'électrons que je laisse rentrer. Oui, parce que des électrons dans les oxydes de plutonium, il y en a beaucoup, entre 110 et 128. Et même avec l'énorme puissance de calcul actuelle, je ne peux en laisser rentrer que 18. Conclusion, les électrons pour rentrer dans mon espace actif, c'est tenue correcte exigée. Par exemple, les électrons bas en énergie vieux couple qui restent sur leur canapé toute la soirée, ceux-là, leur énergie est facilement déterminée. Donc je ne vais pas perdre la mienne avec eux. Non, moi je laisse rentrer les électrons hauts en énergie. Les célibataires. Seulement les électrons, comme les humains, célibataires, difficile de déterminer leur comportement. Donc dans mon espace actif, je ne laisse pas uniquement rentrer les célibataires, mais aussi quelques couples, eux aussi, hauts en énergie. Des couples qui battent de l'aile, quoi. Et en même temps, je fais varier le nombre d'orbitales. Vous vous rappelez ? La taille de la piste de danse. Oui, parce que trop serré, ça se finirait en soirée choc, mais pas chic. Hein. Puis trop grand, ça serait dans l'ennui mortel. Donc ça y est, j'ai mes 2 variables, je regarde les couples se faire, se défaire et se refaire jusqu'à avoir la configuration la plus stable. Et ainsi, j'ai mon énergie de formation. Hop, une petite simulation d'accident et je sais en combien de temps on va tous mourir. Bon, prenez votre chien et la belle-mère, parce qu'a priori, ça prendrait moins de 180 secondes. Voilà, Sophie Carvazo. C'est notre avant-dernière candidate donc à cette finale. Elle est en 3e année en génie électrochimique. Étude des batteries lithium-air en conditions extrêmes. Ça, c'est un titre de thèse comme je les aime. Elle s'appelle Caroline Gaïa, mesdames, messieurs. Elle est juste là. Vous n'avez pas vu mon sac de rando ? Je suis super pressée. Je pars en mission spéciale, direction l'Himalaya, pour aller étudier mes batteries tout en haut du mont Everest. Mon chef m'envoie dans des endroits improbables,
tester mes batteries, qui heureusement pour moi sont faciles à transporter. En plus, elles ont un petit quelque chose de spécial. Elles respirent. Oui, vous avez bien entendu. Elles respirent. Elles absorbent de l'oxygène pour produire de l'électricité. Et pas qu'un peu. Pour vous donner une idée, une seule de mes petites batteries pourrait stocker 10 fois plus d'électricité que les batteries de nos smartphones. Pourtant, comme toutes les batteries, elles sont constituées d'une cathode et d'une anode, qui correspondent au pôle plus et au pôle moins. L'anode ici est faite à base de lithium, que j'ai ramené d'Amérique du Sud, et la cathode à base d'une mousse de carbone que je fabrique. Qu'est-ce que mes batteries ont alors de différent? Des trous. La mousse de carbone en est remplie. La décharge, étape pendant laquelle l'électricité va être produite, nécessite de remplir ces trous d'oxygène. Comme pour une inspiration. Seulement, l'oxygène peut rester coincé et limiter la recharge si l'on ne prend pas garde au nombre de trous, à leur taille et à la manière dont leur connexion va évoluer pendant la respiration. Et tout le problème est là. Pendant ma thèse, j'essaie donc d'organiser la mousse de carbone pour qu'elle inspire de l'oxygène, mais surtout pour qu'elle l'expire efficacement. Grâce à cela, mes étonnantes petites batteries pourront alimenter non pas des téléphones ou des voitures, trop facile, mais quelque chose de plus utile pour m'amener jusqu'en Himalaya, des avions. Bon, après, pour ce qui est de les faire fonctionner en altitude, il me reste un petit peu de travail. Imaginez-vous gravir l'Everest. Plus on monte, plus il est difficile de respirer, car l'oxygène se fait rare. À l'altitude des avions, c'est la même chose. Et s'il n'y avait que le taux d'oxygène encore qui variait, ce serait facile. Mais la température et l'humidité peuvent changer drastiquement, selon si l'on part d'un tarmac enneigé ou sous le soleil brûlant du désert. Mon travail consiste donc à concevoir mes batteries pour qu'elles s'adaptent à toutes ces conditions atmosphériques. Je les embarque donc en voyage, au Brésil, en Argentine, en Islande, à Hawaï. Ok, j'exagère un peu. Mon chef ne me laisse pas prendre l'avion autant de fois que je le voudrais. Trop cher, il paraît. Heureusement, dans mon laboratoire, j'ai tout ce qu'il faut pour simuler toutes ces conditions atmosphériques et espérer faire respirer à mes petites batteries le même air que nous. Alors, elles pourront voler de leurs propres ailes, et moi aussi. Et voilà, Caroline Gaillard. Il est doctorant en 3e année, une thèse en informatique qui s'intitule « Protocole de routage à qualité de service dans les vannées adaptées aux problématiques de la perception élargie et de la localisation distribuée et coopérative dans une constellation de véhicules ». Je veux dire, bon... Il s'appelle Lucas Rivoirard. Mesdames, Messieurs, merci de l'encourager, s'il vous plaît, le maximum. C'est difficile de passer en dernier. Lucas, quand tu es prêt, tu fais un signe et nous t'écoutons. Imaginez-vous sur l'autoroute. Vous roulez à 130 km/h et vous arrivez sur une zone très dense en véhicules. La voiture devant vous freine brusquement. Comme on vous l'a bien appris à l'auto-école, vous commencez par faire vos contrôles, vous regardez le rétroviseur arrière et là vous voyez une superbe voiture de sport bleu électrique arrivant à pleine vitesse. Vous décidez alors de la prévenir de cette zone de danger immédiate en enclenchant vos boutons de warning. Malheureusement, en cherchant le bouton sur votre tableau de bord, vous perdez de vue le véhicule à l'avant et lorsque vous relevez la tête, il est déjà trop tard. C'est l'accident. Avec toutes les technologies de communication d'aujourd'hui, ne serait-il pas possible qu'une alerte vous soit envoyée à vous et au véhicule à l'arrière? Et je dirais même plus, que cette alerte soit reconnue par vos ordinateurs de bord respectifs de vos véhicules et que vos deux voitures aient automatiquement ralenti à l'approche de cette zone de danger. C'est là tout l'intérêt de ma thèse, proposer un système de communication entre véhicules pour améliorer la sécurité routière et le confort de conduite. Le système que je propose s'appuie sur un petit dispositif qui permet de faire communiquer les véhicules entre eux, sans bien sûr que les conducteurs n'aient besoin d'intervenir. Mais dans le domaine des télécommunications, c'est un peu comme lorsque vous faites du bouche à oreille. Vous savez, à force de relayer les messages, parfois ceux-ci peuvent se déformer et voire même perdre tout leur sens. Dans notre cas, il ne faudrait pas qu'un véhicule reçoive une alerte alors qu'il n'y a pas de zone de danger.
Pour répondre à cet enjeu, dans ma thèse, je me suis inspiré de la nature pour structurer le réseau de communication. Imaginez alors un arbre, avec sa structure, ses branches et ses feuilles. L'idée est la suivante. Sur chaque route, choisir les véhicules les plus lents pour former une chaîne de véhicules. Cette chaîne représenterait la branche de l'arbre. Les autres véhicules seraient les véhicules feuilles, qui pourraient communiquer avec le véhicule de la branche le plus proche. Les messages d'alerte seraient alors comme la résine de l'arbre, qui se propagerait au sein de la branche jusqu'à atteindre les véhicules feuilles. La structure ainsi formée ne serait pas figée comme un arbre, mais évoluerait dynamiquement en fonction de la trajectoire et de la vitesse des véhicules. Après de nombreuses simulations informatiques, j'ai pu montrer que grâce à ma structure, les messages n'étaient plus déformés, et surtout qu'ils arrivaient à temps pour prévenir les bons véhicules et assurer leur sécurité. Alors imaginez-vous demain, vous roulez sur l'autoroute, tous les véhicules autour de vous sont communicants. Mais la voiture devant vous freine fortement. Vous n'aurez plus besoin d'enclencher les boutons de warning. La voiture de sport bleu électrique est déjà au courant. Lucas Rivoirard. Voilà. À monter sur scène, cependant que les jeunes chercheuses et chercheurs, eux, regagnent leur place. On va maintenant passer à la remise des prix. Et sous les applaudissements non du public, j'invite donc Bernard Sablonnière, Alexandra Pienne, Marc-André Flignot, Manuel Davy et Sylvie Baltora à me rejoindre. Alors déjà, vous n'avez pas de micro, Monsieur le Président. Je vais vous en donner un tout de suite, Monsieur Sablonnière. Déjà un petit mot sur la délibération. Vous avez fait assez vite finalement. Oui, alors on a eu un petit peu de mal pour s'il avait fallu faire un classement complet, oui. Mais on avait pris comme règle de déjà faire un lot de 3 premiers, enfin les 3 qui nous paraissaient les plus méritants. Donc c'était une bonne façon. Ensuite, on a discuté entre nous, on a regardé s'il y avait unanimité ou presque. Et alors ? Et c'est ce qui s'est passé. Il y a unanimité ? Quasiment, donc bon. Voilà. C'est agréable de l'entendre. On va maintenant, avant d'avoir la réponse du prix du jury, je voudrais qu'on ait le prix du public. Nathalie Berthaud me rejoint sur scène, qu'on peut applaudir parce qu'avec Aïcha, qui est juste là, on leur doit beaucoup sur l'organisation, pour dire tout. Alors, sur le prix du public, on va demander à Marie-Agnès Lano, de la délégation départementale de la Casden. On va vous demander de monter sur scène. Prenez ce petit micro, madame, si vous en êtes d'accord, pour nous annoncer. Donc, je rappelle que vous remettez un prix de 300 €. Oui. Un petit mot sur la Casden, peut-être La Casden, c'est la banque populaire de toute la fonction publique, et en tout particulièrement pour l'enseignement et la recherche. Et je suis également enseignante-chercheur à l'Université de Lille. Et vous remettez un prix de 300 €. Et la réponse, alors faites attention à ce que... Voilà. Oui, que je ne me trompe pas comme la première année. Donc c'est la réponse qui est là. Voilà. Donc le prix du public est attribué à Sophie Kervazo. Sophie Kervazo est prix du public. Voilà. Et il y a un fan club. Et non Caroline. Et ben voilà, n'hésitez pas. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous au centre de la scène. Sophie, un petit mot, une petite réaction sur ce prix du public. Merci beaucoup. Au-delà. Au-delà. Merci beaucoup, vraiment. Bon, c'est beaucoup d'émotions. Oui. Je ne veux pas t'embêter davantage, je vois que tu es très ému. On peut t'applaudir une fois de plus. Mais j'aimerais que Madame Payous nous rejoigne, si vous en êtes d'accord, Madame Payous, pour remettre justement ce chèque de 500 € dont je parlais, remis par le CNRS qui nous fait... voilà. Et ce prix du jury, Monsieur le Président...
Je vais laisser à Madame Pienne le soin de l'annoncer. Voilà. Comme j'ai dit que j'aimais pas m'exprimer devant le public, Il fallait pas le dire. Donc, le premier prix, nous l'avions attribué à Sophie Carvazo, donc nous sommes d'accord avec le public. Et le deuxième... Voilà. C'est un peu toi la star. Et le deuxième prix à Christelle Kouakam. Et donc c'est Christelle Kouakam qui revient, qui se joint à Sophie Carvazo. Merci beaucoup, monsieur. Et qui... Oups, j'en perds mes notes. Voilà, Sophie. Il y a 2 Sophie, voilà, un prix du jury. Il y a plein de jurys. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vont en demi-finale les 5, 6, 7 avril 2018, Sophie Carvazo et Christelle Kouakam, qui sont donc les 2 lauréates. Mais venez dans la lumière, là, allez. Les 2 lauréates de cette édition 2018 Hauts-de-France, et qui vont représenter les Hauts-de-France, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Dans quelques jours, à Paris. Christelle, je t'ai pas donné la parole, donc un petit retour. Tu as d'émotion. Non mais c'est génial, c'est cool, c'est super. Non, franchement, c'est cool. C'est cool. L'aventure continue donc pour Christelle et Sophie. On les applaudit une nouvelle fois. Ainsi s'achève cette édition 2018 de ma thèse en 180 secondes. Ah, pardon ? Il y a un prix remis par la MGEN, effectivement. C'est une tablette en plus, on ne va pas passer à côté, qui est donnée à Christelle Kouakam. Que j'oubliais. Martine Dromby, merci beaucoup madame d'être avec nous. Vous êtes présidente de la section MGEN du Nord. Et donc vous remettez ce prix à Christelle Kouakam. Voilà, un petit mot sur la MGEN. La MGEN, écoutez, une mutuelle ouverte à tous qui couvre plus de 4,5 millions de personnes dans toute la France. Voilà, et donc je suis très heureuse. Et partenaire bien sûr de ma thèse en 180 secondes, logiquement. Donc je suis ravie de vous remettre ce prix et toutes mes félicitations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être partenaire. Un petit mot peut-être de conclusion, monsieur le président du jury. Je voulais dire qu'on a été vraiment extraordinairement content de la prestation des 10 candidats, parce que vous mêlez les mots aux émotions, et pour faire de la pédagogie de la passion, il faut mélanger les mots et les émotions. Voilà, c'est sur ces mots sur lesquels je n'ajouterai rien. On a la chance, les finalistes ont la chance d'avoir des prix remis par la région, les 10 finalistes. C'est vous, madame. Voilà, c'est les petits sachets violets que vous voyez. À l'intérieur, il y a des livres. Et donc, vous pouvez monter sur scène, madame, remettre ces prix à tous les finalistes de cette édition Ma thèse en 180 secondes. Voilà. Pas de petits mots. Bon, écoutez, en tout cas, on vous applaudit, on vous remercie. Est-ce que quelqu'un a encore des cadeaux à faire ? C'est bon ? Eh bien, on invite l'ensemble des jeunes chercheurs à monter sur scène, à prendre les livres et à se faire photographier massivement. Et on applaudit encore une fois Christelle et Sophie.